Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. On va parler santé en quelque sorte ce matin avec notre invité. Mais ce n'est pas un médecin qui est avec nous, c'est un professeur. Il s'agit du professeur Clifford Lindsay Borde. Il est originaire des Cayes, a fait ses études chez les Frères de l'Instruction chrétienne, Jean-Marie Guillou, petit séminaire au Collège Saint-Martial, au Collège Univers Frère Raphaël. Il est passé à la faculté de linguistique appliquée, aussi à Hostos Community College Technologies, à Epic University, sécurité informatique, Medgar Evers College pour l'interprétariat médical, spécialiste en dossiers de santé électronique. Et c'est à ce titre-là qu'on l'accueille, qu'on le reçoit ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point. Il a travaillé comme professeur d'informatique médicale au Borough of Manhattan Community College pendant 5 ans avant d'intégrer le milieu universitaire haïtien. Le reste, vous en aurez des détails un peu plus tard pendant l'émission. Comme je l'ai dit, ce qui nous préoccupe surtout, c'est le dossier de santé électronique. Bonjour professeur, merci d'être à Métropole ce matin, merci d'accepter notre invitation. Et avec vous, nous pensons pouvoir comprendre bien les choses ce matin. Bienvenue à Métropole. Le plaisir est mien. C'est un immense privilège pour moi d'être ici et de pouvoir saluer les téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Télémétropole. Quand nous parlons de santé électronique, dossier santé électronique, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est une question assez intéressante pour débuter, parce que d'aucuns pourraient penser que le dossier de santé électronique, c'est un logiciel qui permet seulement d'enregistrer les patients durant la première étape du flux du patient à l'hôpital ou dans la clinique médicale. On enregistre et puis on a un dossier de santé électronique. C'est plus que ça, comme nous allons le voir. Le dossier de santé électronique, ce sont des données chronologiques qui sont agencées à l'intérieur d'un format numérique et qui permet aux médecins de gérer les données concernant ce patient. Il y a plusieurs types de... Il y a des dossiers à l'intérieur de ce dossier. Okay? Le dossier électronique tient compte, par exemple, des anomalies, des progrès du patient, etc., etc. Il y a 12 contenus fondamentaux à l'intérieur de ce dossier électronique. Donc, c'est plus qu'un simple fichier numérique. Ça permet Il y a une différence entre le dossier électronique et le dossier médical? Oui, bien sûr. Et c'est l'erreur flagrante que commettent beaucoup de personnes et qui se penchent sur la question. Ils pensent que le dossier médical électronique est juste un synonyme du dossier de santé électronique. L'un est un terme beaucoup plus générique et beaucoup plus global. Le terme global, c'est dossier de santé électronique. Parce que, je vais prendre un exemple pour vous expliquer. Si par exemple, vous voyez plusieurs spécialistes, un ophtalmologue, un dentiste, un cardiologue, okay? Chaque fois que vous allez dans ces cliniques-là, chez ces médecins, ils créent pour vous un dossier médical, parce qu'il s'agit d'une seule spécialité, d'un seul domaine, d'un seul champ. Et si vous allez chez un médecin à New York et le médecin vous dit « Monsieur Théodore, j'aimerais avoir une vue globale de votre santé. Comment vont les choses avec vous? Je vois que vous m'avez dit que vous avez eu des problèmes cardiaques, des problèmes de respiration, des problèmes au niveau pulmonaire. Donnez-moi quelque chose sur quoi travailler, sur laquelle travailler. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de compiler, d'empiler tous ces dossiers médicaux, les envoyer chercher chez un médecin en Haïti pour les faire voir à ce médecin-là. Pourquoi il demande cela? Parce qu'il veut avoir une vue globale de votre santé. Eh bien, c'est ce que fait
le dossier de santé électronique. Il compile tous les dossiers médicaux. Donc, les dossiers de santé médicaux appartiennent aux médecins dans les cliniques. Tandis que le dossier de santé médicale, qui est plus global, c'est ce qu'on retrouve dans les hôpitaux. Donc, c'est la différence. Qui consultait maintenant pour élaborer un dossier électronique? Qui consultait? Alors, OK, pour implémenter un dossier de santé électronique à l'intérieur d'un hôpital, il faut consulter les techniciens comme moi, parce que nous travaillons sur l'implémentation, sur la gestion, la maintenance, OK. Est-ce que ça veut dire que vous travaillez dans un centre hospitalier, dans un hôpital? Oui, j'ai travaillé pendant 11 ans à l'hôpital de Brookdale Hospital à New York, spécialement à Brooklyn. Donc, et votre travail consiste justement à concevoir, à élaborer? Non, pas à concevoir, au maintien du dossier de santé électronique. Parce qu'il faut aussi une bonne dose de maintenance de ce dossier. Parce qu'il faut veiller à sa sécurité, il faut veiller que les éléments qu'on y apporte, qu'on y intègre comme données sont en sécurité à l'intérieur de ce dossier. Ça, c'est important. Ça, c'est l'aspect sécuritaire du dossier de santé électronique. Étant donné que j'ai une formation en sécurité, mon job, c'était de m'assurer à ce que les données soient en sécurité, veiller à ce que les informations ne sortent pas. Okay? La disponibilité, la sécurité du dossier. Est-ce que chaque personne a droit à un dossier électronique? OK, disons que chaque personne aurait dû avoir accès à un dossier de santé électronique. Si vous allez à un hôpital qui utilise un format numérique, OK, vous avez un dossier de santé électronique. Automatique. Si vous allez à un hôpital, automatique. Bien sûr. Si on crée pour vous un fichier numérique, avec, par exemple... Quelle est la situation en Haïti aujourd'hui? Ça, c'est une belle question. Je connais très peu d'hôpitaux qui utilisent un logiciel avec toutes les capacités d'un dossier de santé électronique normal, si vous me permettez l'expression. Très peu. Certains utilisent des formes miniatures. Qu'est-ce qui fait défaut? Parce que ça coûte beaucoup d'argent. Je peux vous donner un exemple. À Brooklyn, dans l'hôpital Brookdale Hospital, pour implémenter le dossier en 2012, l'achat du logiciel seulement coûtait, notez bien, presque 2 millions de dollars. L'achat du logiciel. Alors, bon, écoutez... Avec toutes les capacités que cela comporte. Nous mourrons tous. Que cela nécessite. Ouais. Et pour l'implémentation d'un dossier médical dans une clinique, cela dépend de la taille de la clinique, ça peut coûter entre 20 000 et 40 000 $ US. Et je parle seulement de 2016-2017. Moi, je n'y pensais même pas parce que j'étais une fois hospitalisé aux États-Unis. Oui. Et écoutez, ce qu'on me présentait, je croyais tout simplement que j'avais affaire à un dossier médical. Je ne pensais même pas à un dossier électronique. Oui. Est-ce que là, vous êtes en train de me dire que j'ai déjà mon dossier électronique? Vous avez votre dossier électronique. Si vous revenez 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, vous allez voir, si on vous a donné un morceau de papier, pareil comme un discharge paper, a summary of the discharge, ce qu'on appelle, le terme en français, c'est comme si un résumé de votre séjour à l'hôpital. Vous allez voir qu'il y a un numéro, okay, ce sont des chiffres qui peuvent aller jusqu'à 10 chiffres. Pareil. Si vous entrez ce même numéro dans cet appareil, dans cet outil qui est l'ordinateur, votre dossier va apparaître normalement. Dans un contexte, en fait, prenons le cas de notre pays, Haïti, où l'accès aux soins de santé n'est réservé qu'à ceux qui sont nantis, privilégiés. Aux privilégiés. Donc, est-ce que vous pensez que c'est nécessaire d'évoquer la question de dossier électronique? C'est nécessaire aujourd'hui en Haïti? C'est nécessaire. Parce que, même si on devra mettre 10, 15, 20 ans bien sûr, avant. On n'espère pas que ça prendra toutes ces années-là, parce qu'il y a des efforts qui sont faits au niveau de ces hôpitaux pour avoir accès au moins à un embryon de dossier de santé électronique. Pourquoi je dis embryon? Parce qu'il y a 6 systèmes informatiques
informatiques qui doivent être présents dans le dossier de santé électronique. Et je ne pense pas que ces logiciels-là ont ces capacités. Pour pouvoir permettre à chaque département, par exemple la pharmacie, pas vrai, le département des finances, d'avoir une application qui puisse gérer les informations qui sont liées à leur travail. Mais vous savez aussi, professeur, que les Haïtiens, en grande majorité, ne vont même pas à l'hôpital s'ils ne se sentent pas près ou tout près de la mort. Vous êtes au courant? Bien sûr, bien sûr. Oui, il y a même un stéréotype à propos des hommes. Ce sont les hommes qui ne veulent pas se rendre chez le médecin. Et pourquoi? Bon, la peur de mourir est beaucoup plus présente chez les hommes, d'après ce qu'on dit, d'après certains psychologues. Je n'ai aucun argument à vous fournir et je n'ai pas fait de recherche trop poussée dans ce domaine, mais c'est ce qu'on dit. J'avais aussi un médecin qui a eu à déclarer une fois sur le plateau que les hommes meurent tous avant leurs femmes. Ah, ça c'est une autre chose. Une autre chose. Quelles sont les avenues et les débouchés pour les jeunes Haïtiens et Haïtiennes intéressés aux innovations technologiques liées à la santé? Il y a beaucoup d'avenues, beaucoup de sorties, beaucoup de débouchés. Mais seulement dans le pays, il faudra attendre que l'État, c'est-à-dire les gouvernements qui vont être en place dans un proche avenir, il faudra attendre que ces gouvernements-là prennent des décisions et pour avoir des politiques d'éducation, de formation dans ce domaine. Parce que c'est un domaine qui est très prisé aux États-Unis, en France, en Allemagne, au Canada. Il y a beaucoup de spécialistes dans le domaine, mais en Haïti, je pense que je suis l'un des rares spécialistes dans le dossier de santé électronique. Donc il faudra faire beaucoup de choses. Il faudra créer des institutions, des entités, pas vrai, et puis procéder à la formation de ces jeunes-là. Il faut faire ça d'abord avant de... C'est la seule aide, vous pensez, que le gouvernement peut apporter? Et en termes de formation, c'est très important. Il faut établir les normes aussi, les normes sécuritaires. Et en termes d'investissement? Bien sûr, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Parce qu'il y a le phénomène de l'interopérabilité. C'est une vision que le gouvernement américain a eue dans les années 2004. Le président Bush, c'est lui qui a fait passer, qui a poussé le gouvernement à adopter cette loi, disant ou bien enjoignant les hôpitaux à adopter le dossier de santé électronique en 2014. La loi est passée en 2004, ça a duré 10 ans. En 2014, c'était fait. C'était fait, mais on a investi beaucoup d'argent pour que cela puisse se faire. Mais professeur, est-ce que là encore, on ne devrait pas faire de la santé une priorité? Une priorité de politique publique? Bien évidemment. Pourquoi? Parce que on n'en est pas encore là jusqu'à présent. On n'est pas encore là. Parce que quelle est la raison pour laquelle les États-Unis ont voulu adopter le dossier de santé électronique? Pour 3 raisons fondamentales. Et vous allez voir que ce sont les mêmes raisons qui existent en Haïti aussi. Premièrement, c'est afin d'éviter les erreurs médicales. Savez-vous qu'en 2009, par exemple, il y a eu 98 000 décès aux États-Unis dus seulement aux erreurs médicales? C'est plus que les décès dus au VIH-Sida et les accidents de voiture combinés. 98 000 morts dus aux erreurs médicales seulement. Par an ou bien? Pour cette année. Pour cette année seulement. 2023? Non, 2024. 2009, je parle de 2009. Oh, 2009. Aux États-Unis. Il y a toujours des erreurs médicales. OK. Il y a 2 types d'erreurs médicales. Il y a les erreurs médicales qui sont dues à une mauvaise prise en charge du patient. Mais il y a des erreurs médicales aussi qui pourraient être évitées grâce aux compétences des médecins, des prestataires de soins. Ces erreurs-là peuvent être évitées grâce au dossier de santé électronique. Et je pourrais un peu plus tard vous donner des exemples. Oui, on y va, allez-y. Exactement. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous avez un patient qui vient pour un cas de pneumonie grave. D'accord?
Et puis, le patient est exéaté dans 3 jours. Mais avant d'être exéaté, le patient se plaint d'avoir des sores, c'est-à-dire des douleurs. Non seulement des douleurs, mais aussi des égratignures au niveau du dos. Tout simplement parce que l'infirmière, qui devait prendre en charge le patient, a négligé de tourner le patient de temps en temps pour éviter que la pression, pas vrai, qui se fait à cause du patient qui est sur le lit, pas vrai, pendant 2 heures et 3 heures d'affilée, ça peut poser des problèmes. Donc le patient peut aller en justice, intenter une action en justice contre vous pour ça. Oui, vous comprenez la chose? J'essaie de comprendre. Oui. Parce que là, vous parlez d'erreur. Alors, c'est une erreur. Il y a erreur ou négligence? Oui, on qualifie cela d'erreur médicale. Un autre exemple, l'infirmière sait qu'il doit, selon l'ordonnance du médecin, qu'il doit administrer une certaine dose de médicament à un patient. La dose est surélevée. Le patient peut en mourir. C'est une erreur médicale. Et le dossier électronique peut éviter à l'infirmière de commettre ce type d'erreur aussi. Parce qu'il y a une application dans le système. Parce qu'avant de faire tout cela, l'infirmière doit scanner, pas vrai, le patient. Parce que le patient est rentré à l'hôpital avec un bandage. On doit le scanner. Il y a un chiffre, un numéro, pas vrai. Et puis, le dossier du patient se trouve sur l'ordinateur. L'infirmière jette un coup d'œil et voit le nom, la dose, le nom du patient, le nom du médicament. Pas vrai? Tout ça est là. Si l'infirmière le consulte ces données-là, il peut éviter de commettre une erreur. Parce que parfois, l'esprit, n'est-ce pas, se vagabonde et la personne est... On est susceptible de commettre des erreurs. Mais cet outil fondamental peut nous aider, franchement, à éviter ces erreurs. Vous avez évoqué il y a quelques instants une pénurie de spécialistes en la question. Vous seriez l'un des rares, sinon le seul. Alors, comment procéder à la formation des formateurs s'il y a cette carence énorme de formateurs? Oui. Comment? Bon, personnellement, j'ai essayé de contacter le ministère de la Santé publique par le biais de certains amis que j'ai en Haïti, mais apparemment, c'est une chasse gardée. Et je n'ai pas eu d'homologue, je n'ai eu personne à qui converser, sinon une seule personne qui me réfère souvent à d'autres personnes et qui ne savent même pas ce que c'est et comment procéder. Comment procéder à la formation des formateurs. Et comment même... Et les hôpitaux dans les hôpitaux publics, il n'y a rien non plus? Les hôpitaux publics que je connais n'ont pas de... Donc, comme je vous l'ai dit, ne disposent pas de moyens. Exactement. Donc, c'est au ministère de la Santé publique, au gouvernement, et au ministère de l'Éducation nationale aussi, de rechercher ces formateurs. Parce qu'il y a des départements ou bien des cellules qui sont en charge de faire des recrutements au niveau de ces disciplines, surtout si elles sont nouvelles. Professeur. C'est à eux de faire cela. N'a pas parlé d'un équipement qui coûtait en pile l'argent, même s'il a sauvé le monde. N'est-ce pas? Oui. Tu avons son chiffre tout à l'heure. Hein, on dit qu'il y a des centres hospitaliers aux États-Unis. C'est des millions que ça coûtait. Oui. Et à un degré moindre, de capable dans 20 000, 40 000. Alors que la caille, nous, là, en Haïti, même toi, le gaz, on dit que c'est patient qui ont demandé pour acheter. Toi, le gaz, seringue, qui sont encore, même si c'est sérum, on va comme ça. Est-ce que, en fait, on n'est pas moins cap seconde, est-ce qu'elle va dire, ça passe, monsieur ça, voilà, regardez, il était pas calmement hier soir, et continue à dormir, il a rêvé, Dieu, oui. Oui. Alors, même dans les pays en guerre, les hôpitaux continuent de fonctionner, comme les stations de police. Donc, un hôpital, ça doit rester fonctionnel. Pas vrai? Et la situation, je l'espère, ne restera pas telle qu'elle. Elle peut évoluer pour le meilleur, je l'espère. Et à partir de là, il faudra que quelqu'un prenne en charge cet atout qu'on peut posséder. Et moi aussi, j'ai quelque chose à dire là-dessus. Je pense que, je vais le dire en haïtien, en créole haïtien, préférer que nous ayons tant de technologie.
Devant nous déjà, côté nous, on va passer montagne là. Oui, alors vous comprenez mes amis là. Technologie devant c'est nous, nous beaucoup en mesure pour nous adopter technologie ça, mais préférer que nous mettre des bagages en place et puis n'attendre les arriver sur nous. Si il y a l'argent qui est investi, si il y a le temps qui est investi, si il y a des formateurs et puis l'œil nous capables de faire là, nous fait. Et la création d'entités et de normes visant à réglementer le trafic en ligne des informations sur la santé des individus. Ça, c'est important. On entre de plein pied dans le domaine sécuritaire de l'information. Parce que si vous faites un sondage auprès de patients, auprès de personnes voulant se faire soigner par tel hôpital ou un autre, vous allez voir que leur premier souci est, OK, est-ce que les informations que je vais fournir à cet hôpital, à cette clinique, ne vont pas être divulguées? Et ça arrive très souvent, même dans les pays, dans les États modernes, tels que les États-Unis. Ça arrive malgré des garde-fous qui sont autour de ces données informatiques à propos des patients. C'est très important. Parce que si cela se fait, ça peut causer des dommages énormes. Je peux même vous donner un exemple. Je travaillais à Bruxelles. Et puis, je travaillais dans le département des archives médicales. Et quelqu'un travaillait à la pharmacie, pas à la pharmacie, mais au département d'enregistrement de la salle d'urgence. Cette personne-là, vous savez ce qu'elle faisait avec les informations des patients? Elle les vendait à d'autres hôpitaux. Les informations des patients? Oui, les informations des patients. Si un patient vient pour une pathologie bien spécifique, elle sait quel hôpital gère tel ou tel type de maladie. Et elle vendait ces informations aux autres hôpitaux. Ce qui, comme conséquence, cela a impacté financièrement l'hôpital en question. On l'a su et on a révoqué cette personne par la suite. D'un conflit d'intérêts. Elle travaille pour un hôpital, mais elle vend des informations des patients qui viennent à son hôpital, à un autre hôpital. Mais elle a pu le faire parce que ces informations-là sont électroniques. Maintenant, quelles sont les balises? Oui. Alors, et non seulement, ça c'est un dommage physique, ça c'est un handicap physique. Il faut former ces personnes, il faut mettre des balises, vraiment, et sécuritaires. Parce que quelqu'un doit être en charge du côté sécuritaire de cette information pour qu'elle ne se divulgue pas. Professeur Borde, observons la pause et puis on revient avec d'autres questions un peu plus tard. En attendant, permettez que je vous remercie de votre disponibilité à Métropole. Poursuivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité, le professeur Clifford Lindsay Borde. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Le professeur Clifford Lindsay Borde, spécialiste en dossiers de santé électronique, est l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. Merci, Madame, Monsieur, de votre patience. Alors, professeur, est-ce que Jodia, en 2024, Jean Tabdilan, l'IPATA nécessaire, sinon utile même, pour nous attirer l'attention sur ça qui dossier santé électronique à la lumière de l'expérience que vous faites et en référence à ça nous-mêmes nous vivons aujourd'hui là en Haïti? Définitivement. Mais il faut que, comme on dit tout à l'heure, que le gouvernement, il faut les pencher sur la question sérieusement. Il faut que les jeunes gens qui sont qualifiés, qui gagnent une certaine compétence dans le domaine, chita parle avec eux, puis on dit aux s'allier, parce que sous mal appréhender une question, et finalité est toujours négative. Professeur, je n'ai pas de chiffre là dans la tête, moi, mais selon des informations que les gens qui sont dans le domaine ont partagé avec moi, une bonne partie du budget santé à Haïti dépend de l'international. Maintenant, pour qui ça, jusqu'à présent, il n'y a pas fait de ça en priorité. Je parle des bailleurs, par exemple, qui sont impliqués dans la question santé, soins santé en Haïti. Pour qui ça? Donc, nous ne connaissons pas pour qui ça, il n'a pas fait de ça en priorité, mais ça nous a dit seulement, c'est que tu as supposé faire ça en priorité. Il t'a supposé. Et les États-Unis prennent une grande mesure entre 2012 et 2014.
lorsque le dossier de santé électronique là, tu as implémenté, et c'est à partir d'un acte, son loi qui s'y est, pas vrai, dans le Sénat de la République, qui dit que l'hôpital, il faut qu'il adopte le dossier de santé électronique à cause de erreurs médicales, à cause de coordination des soins qui pas bien faits, à cause de coûts soins de santé en tout. Nous avons fait même bien en tout. Alors, pas oublier que, pour qui ça a été pris mesure ça, c'est parce que tout l'argent a été retiré dans le budget pour être alloué à la santé. 80% de l'argent ça est allé pour des coûts administratifs seulement. Il n'est pas allé pour soins santé. Patients. Donc, je dis non, ça n'est pas fait comme ça encore. C'est pas fait comme ça. Mais ça a combien de temps d'abord même? Qu'on y a là, nous, en 2024. Et la loi a passé en 2004, elle est implémentée en 2014, ça a 10 ans, 10 ans vraiment ferme. Et on a dit qu'entre 2012 et 2014, là, l'État américain, ouais que le domaine santé a économisé plus de 78 millions de dollars. Et l'argent, ça prend le réinvestir dans la santé encore. Pour qui ça a fait tout l'argent, ça, tout simplement parce que il a implémenté le dossier de santé électronique. Là. Ouais, lorsque un gouvernement comme ça l'a fait, il penché sur la question sérieusement, mais il a analysé la question de façon très méthodologique, il a écouté et puis il a fait changement. Mais pour nous-mêmes, nous pas une question d'implémentation. C'est qu'on est s'allier, chercher des experts, chercher former les gens. Et les gens formés, c'est des gens qui pas seulement des informaticiens, mais si vous avez un monde qui est dans le domaine médical, tant que médecin, ils composants ou bien composantes informatiques. Est-ce que c'est les médecins les concernés ou bien les responsables d'hôpitaux que le concernent? Les concernent tout le monde. Les concernent tout le monde en général. Mais au plus haut degré, les concernés gouvernement. Parce que c'est eux qui pourraient fixer les normes. Non, même excusez-moi, professeur, Degueno a dit que, ok, bon, je suis homme d'affaires, j'ai l'argent, j'ai quoi, je le fais à l'hôpital, et que Degueno a dit que je débloquer, je insérer ça dans le budget globalement, comme si dossier santé électronique là, je suis supposé mettre un cob à pas pour lui. Et puis maintenant, pour appareil là, je mettez comme là, je prévois un fonds pour ça. Oui. Un individu qui a fait, si son homme d'affaires, il a fait, mais le problème que ça va le poser. Et l'État décide de mettre des normes. Est-ce que le monde, ça lui-même personnellement, individuellement, il connaît les normes? Et s'il connaît les normes, est-ce qu'il a décidé de respecter? Il a acheté n'importe quel logiciel et puis il l'implémenter en Haïti. Et si le gouvernement vient avec des normes, qu'on a libéralement dit, OK, ou même il faut respecter les normes, ça, et normes administratives, normes éthiques et sécuritaires. Est-ce que vous dites là qu'il n'y a pas non au point mort aujourd'hui, pas rien du tout en Haïti? Pour ça que je connais, je n'ai pas besoin de citer dans l'hôpital. L'hôpital que je me posais question, une de les premières questions que je me posée sur ça, c'est que je suis entré ici en Haïti en 2017. Il y a un hôpital qui est très fameux, qui est très populaire, mais je crois que c'est dans la région du centre, Hinche. Comment vitamine Mirbalais. À Mirbalais. Je dis que c'est un hôpital très moderne. Même, je me rencontre avec un médecin qui a travaillé là. Je me dis, monsieur, est-ce que vous avez un dossier de santé électronique? Ce qu'il a eu à me dire, oui, mais c'est tombé en panne depuis belle durée. Donc, ouais, c'est parce que vous avez fait bagarre là. Donc, ça veut dire que son équipement même qui... Non, son logiciel. Son logiciel qui est capable de possibilité pour gagner plusieurs applications. Et chaque application correspond à un département. Ça dépend de quel type d'information le département gère. Je vais exemple, par exemple, finance, doit avoir une application PAL. OK? Département finance. Pharmacie doit avoir une PAL. D'accord? Et puis, service d'imagerie, tant que radiologie, sonographie, doit avoir une application PAL. Parce que c'est différents types d'informations que vous avez gérées. OK? Radiologie, laboratoire, il y a deux PAL. Alors, il dit que appareil en panne. Appareil en panne, je dis appareil en panne, c'est un langage de profane, de non-initié à ce domaine. Mais j'ai compris ce que ça veut dire. C'est-à-dire le logiciel ne fonctionne plus. Ça veut dire qu'il est très limité dans la capacité. Peut-être qu'il est limité seulement à enregistrer patient et qu'il n'y a pas qu'à voir une image que le patient a fait, elle est entrée dans le département de radiologie. Il y a une image orthopédique. Qui montrait zone en col. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un technicien pour ça? Pas un technicien pour ça, pour assurer maintenance. Pas un technicien qui peut dépister le problème.
Et pas un technicien tout court. C'est juste, mettez et logiciel là, c'est pas toute l'affaire, parce que ce n'est pas, comme je l'ai dit dans l'introduction, ce n'est pas juste un outil qui sert seulement à enregistrer les patients. Rappelez-moi qui c'est l'autorité haïtienne te dit ou l'autre est intervenu pour parler de ça. Normalement, je ne fais pas de politique, mais je vais devoir dire la vérité pour tout un chacun. OK. Donc, mon frère, j'ai un frère psychologue, c'est Gisele Borde, et il m'a mis en contact avec quelqu'un qui travaille au ministère de l'Éducation nationale, si je ne m'abuse. Et puis cette personne, on a eu une conversation. Je lui ai dit ce que je faisais en Haïti, et puis il m'a dit, OK, ce que tu dois faire, parce que c'est une chose très intéressante, tu vas écrire, propose-moi un syllabus et les objectifs du syllabus. J'ai dit, ben, j'ai déjà tout ça, mais on doit se rencontrer. Il m'a dit, non, tu m'achemines le dossier, et puis je vais voir, je vais essayer de contacter les gens. Mais il a tellement insisté que je lui ai demandé une rencontre. Parce que ça c'est quelque chose de très personnel. On a un syllabus que je avec un objectif syllabus. Je ne connais même pas l'individu. C'était... Bon, OK. Ça me paraissait un peu louche, n'est-ce pas? Par la suite, j'ai appris que c'est quelqu'un de très corrompu, qui voulait utiliser le document juste pour le proposer lui-même. Heureusement que j'ai refusé. Mais c'est à ce stade-là qu'on est. Il y a des gens qui sont dans des positions idéales, je pourrais dire, qui pourraient aider, mais qui ne pensent qu'à l'argent. Il m'a même dit qu'avec cela, on va faire beaucoup d'argent. Je lui ai dit, c'est parce que je le jure. Il vous a dit qu'on va faire beaucoup d'argent? Je le jure. Il m'a dit qu'on va faire beaucoup d'argent. Oh, OK. Et je lui ai dit que ça ne m'intéressait pas de faire beaucoup d'argent, mais de pouvoir au moins former les formateurs. Donc vous l'avez laissé sur sa faim? Jusqu'à présent, il ne m'a pas appelé depuis là. Il y a combien d'années? Ça fait exactement, 2017, 2018, 2019, ça fait exactement 5 ans. Et pourquoi vous n'avez pas frappé à d'autres portes? Bon, j'ai frappé à d'autres portes. Je travaille pour un recteur d'université, c'est Inifos. Il a bien voulu m'aider, mais il n'est plus dans le pays, il n'est plus au pays, il est au Canada. Et il m'a dit, Clifford, si je propose ton projet là, on va le refuser, d'emblée, d'avance. Parce qu'on n'est pas intéressé à ça. Est-ce que le déjà pour ça? La même question de corruption. Donc, OK, je comprends. Oui. J'ai envie de comprendre. Ça veut dire que si, dès le départ, poursuivi en fait, mon nous soumettre là, par exemple, quel pourcentage de jeunes là-dedans? C'est comme ça presque. Mais je ne vais pas aller au fin fond des choses pour savoir, parce que c'est vraiment laid, n'est-ce pas? Mais c'est la pure vérité. Et ceux qui m'entendent là, qui connaissent l'histoire, ils vont s'y reconnaître, franchement. Mais on ne va jamais essayer d'entrer en contact direct avec... J'ai fait des démarches auprès de personnes très, très influentes, pas vrai, qui sont inscrites dans l'élaboration ou bien dans la conception de ce type de programme ou de formation, mais je n'ai eu aucune réponse. Et ces personnes se connaissent aussi. Si elles m'entendent aujourd'hui, peut-être qu'elles pourront me contacter après. Je veux juste donner un coup de main à la République, comme le dit l'autre. Un coup de main, c'est tout. C'est pas une affaire d'argent. D'ailleurs, pour travailler à l'université Aristide, du docteur Aristide, à l'université Luna, je me suis proposé moi-même, je me suis offert, je me suis dit, je veux donner un coup de main. Est-ce que vous avez un professeur de dossier ou bien d'informatique médicale? Sinon, je suis prêt à vous donner un coup de main. Oui. J'ai contacté toutes les écoles en sciences infirmières qui donnaient programme en sciences infirmières. Je les ai contactés moi-même, arrivé au pays. Donc, au quoi que très peu d'entre eux ont répondu à l'appel. Alors, je vais retourner sur ça encore. Au quoi que c'est une opportunité pour les jeunes de déboucher dans le domaine de ça? Bien sûr, beaucoup de débouchés. Je peux donner 2 exemples si on a le temps. On a le temps? Oui. 2 exemples. Par exemple, beaucoup d'informaticiens savent ce que c'est qu'un template. OK? C'est on appelle template modèle clinique. Quand tu arrives à un hôpital, on doit entrer tes données. Mais les données sont différentes ou varient dépendamment des départements. Si tu vas chez un ophtalmologue, il va rentrer des données spécifiques au service qu'il va te rendre. Pas vrai? Donc, qui va construire ces templates? Ce sont des informaticiens. Savez-vous qu'il y a des jeunes qui ne font que ça, qui créent des templates?
des templates au goût de la clinique, ou bien qui peuvent être formatés pour répondre aux besoins de la clinique. Ça, c'est un atout. Si le jeune est un informaticien, tout ce qui lui manque, ce sont les données en rapport avec le côté ou bien le pôle médical de la question. Il peut être formé pour avoir des connaissances et travailler dans ce domaine. Et puis, cette discipline a changé considérablement le métier de prestataire de soins. Parce qu'aux États-Unis, par exemple, beaucoup d'infirmières licenciées ne travaillent plus en tant qu'infirmières, mais ça donne à l'électronique, à l'informatique, aux technologies, aux innovations technologiques pour faire beaucoup d'argent. Tel qu'il y a un métier très facile. Ce métier s'appelle Data Integrity, l'intégrité des données électroniques. Une infirmière qui touche 50 à 55 000 $ US par an peut faire jusqu'à 75 000 $ par an en faisant quoi, d'après vous? En s'asseyant derrière un ordinateur et en vérifiant si toutes les données qui sont capturées par le médecin sont correctes, correspondent aux normes de la documentation. Et cette personne-là peut faire jusqu'à 75 000 $ américains. C'est le métier qu'on appelle CDI ou bien Data Integrity. C'est vraiment important. On n'aura pas le temps vraiment de citer toutes les opportunités qui s'offrent à ceux-là. Vraiment. Auditrice qui dit moi ça que il y a un docteur Yvetot Antoine qui te baille un appareil MRI dans l'hôpital général, appareil là disparaît sans trace. Je peux ajouter ça? Je travaille avec un médecin psychiatre. Il est l'un des responsables de la clinique psychiatrique à Brookdale. Il m'a dit que lui et ses anciens camarades de classe à Saint-Luc-Gonzague sont entrés en Haïti justement pour faire don d'un appareil. Appareil a disparu. 30-40 ans plus tard, c'est le même appareil qu'on utilisait à l'époque où il m'a raconté cette anecdote. Bon, ça là, il n'y a pas qu'à dépasser. Peut-être que c'est le même appareil qu'on a volé ou bien un autre. Je ne sais pas. Pour nous finir, docteur, il est important pour moi de retourner sur ce dossier, parce que c'est auditeur posé lui, oui. Qui garantit de protection des données de patients et ses familles? En Haïti, vous voulez dire? Oui. OK. Si pas une norme qui est établie, pas aucune garantie du tout. Pour que les États-Unis aient capable patients une certaine garantie, ils sont obligés de mettre sous pied une entité, les HIPAA. HIPAA, c'est une entité qui est là pour veiller à la confidentialité, à l'intégrité et à la disponibilité des données électroniques des patients qui sont sur le net. Pas de norme et pas gagner une entité qui a puni un monde qui viole les règles, les règlements. Même auditeur a dit autour, est-ce qu'il y a une loi qui régit la matière en Haïti comme en Europe? Oh non, nous ne pouvons pas connaître ça du tout. Et ça, je peux le garantir. Nous ne pouvons pas connaître ça du tout. Je pense que le gouvernement a bien pour commencer à contacter quelqu'un qui connaît ça, ça y est. Parce que même dans la proposition du cours, dans le syllabus, c'est ce qu'on a mis. On a mis dossier médical électronique. Et quand j'ai vu les grands points, je me dis, je ne suis pas sûr que vraiment connaissent ça, ça y est, parce que ils prennent son bagage à la légère comme ça. Ils ont les dossiers médicaux, tandis que le cours se donne à travers le monde. Le cours s'appelle Electronic Health Record, dossier de santé électronique. Ce n'est pas dossier médical. Le dossier médical électronique appartient au médecin, mais le dossier de santé électronique appartient à l'hôpital ou bien aux patients. Non. Pas aux patients. Non, pas aux patients. Le dossier de santé personnelle. Ah, il y a une différence. Il y a une différence. Il y a différence entre dossier de santé électronique, dossier médical électronique et dossier de santé personnelle. Dossier de santé personnelle, ça me gagne sur l'ordinateur, dans ces dossiers personnellement liés. Ils sont en forme de dossier personnel. Okay. Il y a plusieurs formes de dossiers personnels. Par exemple, si c'est l'hôpital là qui crée le dossier à vous et puis il a accès à elle, c'est en forme de dossier personnel, mais pas vraiment personnel parce qu'il n'est pas autonome. C'est pas où qui crée, c'est pas où qui gère, et c'est pas où qui a mon accès à elle. Si c'est l'hôpital là qui crée, il seulement bon accès à elle, après ça fait maintenance là, li personnel entre guillemets. Okay. Mais pas pour moi seulement, pour moi pour l'hôpital là tout. Oui, pour l'hôpital là, il bon accès à elle, il relève lui-même dossier personnel. Dossier personnel là, c'est on capable d'acheter un logiciel ou installer sur ordinateur. Toute donnée médicale que vous joignez dans l'hôpital ou bien clinique ou envoyé ba ou, c'est ou même manuellement qu'après entrer yo
sous machine, et si conserver. Et si son email, bon moins? Oui, ou qu'à rentrer email là sous les tout, sous dossier personnel là. Ou qu'à acheter, bon, il y a des centres d'achat aux États-Unis qui vendent, ça relève EHR. Electronic Health Record, mais c'est un dossier personnel lié ou qu'à installer sur l'ordinateur. C'est toujours bon, mais il y a plusieurs formes, mais nous n'avons pas de temps pour nous parler de ça. Ok. Y a-t-il une loi ou une norme qui empêche les entreprises détenant les dossiers santé des individus de vendre ces informations aux compagnies d'assurance et ou entreprises pharmaceutiques? Les gens qui posent des questions, c'est des gens qui sont très intelligents, peut-être qui versent dans le domaine de tout. Parce que question ça, c'est des questions que je toujours répondre à. Dans le chapitre 6, je m'a étudié science ça avec étudiants. Pas de norme ça ici. Non, mais ici, pas rien du tout. Pas rien du tout. Ça veut dire si on monde décide de vendre et information un service quelconque dans l'hôpital ou en clinique ou bien n'importe qui compagnie assurance, pas rien qui empêcher parce que pas de norme pour ça. Et pour ta norme pour ça, il faut avoir une entité qui a fait norme ça, qui pensait à norme ça, qui peut écrire et puis qui peut faire adopter tout. Et si on a violé la loi, principe, ça faut que punir par la loi. En urgence, docteur, ça que vous faites aujourd'hui, pendant ma parole avec quoi là, ça que vous faites dans le domaine ça. Ok. Le but de cette émission, je pense que c'est d'attirer l'attention. C'est d'attirer l'attention. Vous m'avez volé le mot. D'attirer l'attention. Fais-moi nous connaître que nous pas gagner des bagages que nous pas gagner. Oui. Définitivement. Et puis, fais-moi nous connaître que de considérer nous comme monde qui vivent dans nos pays, mais pas dans le coin. Justement. Parce qu'il faut un peu de tout, quand même. Il faut un peu de tout. Et il y a un pile jeune qui un peu de tout alors qu'on n'a rien. Oui, justement. Il y a un pile jeune intelligent qui t'a très aimé apprendre les disciplines ça. Et je pensais que nous avons eu l'occasion peut-être compter organiser un séminaire dans UNA. Et côté m'a invité infirmière et informaticien pour être capable de venir prendre cours, son bail a fait presque gratuitement. OK, et pour que yo au moins pour connaître qui ça si vous voyagez à l'étranger, yo ka chercher un diplôme, yo ka retourner. Alors ça me veut dire c'est que ouais, il y a des infirmières par exemple qui pas travailler dans l'hôpital mais ils vendent services à des particuliers. Ils sont spécialistes en santé électronique. Est-ce que ça peut arriver qu'il y aurait l'île pour faire ça tout? Oui, oui, ou carré les ça. Par exemple, si une clinique qui a un problème de data, problème de connectivité, problème de sécurité, les carrés ont un spécialiste en dossier de santé électronique, venez d'elle pour gérer ça. C'est des jobs qu'on fait pourquoi? Parce que oui, mais il faut que monde ça dans l'hôpital, docteur. Ou bien est-ce que moi-même, je arrêté, me dis au monde, viens créer un dossier électronique pour moi, un dossier santé électronique pour moi, en particulier. Oui, si par exemple, à l'avenir, ou tu as une clinique, ou tu as un médecin, ou tu as une clinique, ou tu as loué service pour ça, c'est l'autre rentrée encore pour un jeune qui est spécialisé dans le domaine là. Mais, on connaît que ça, on va faire pour mon nom, c'est pas qui hors norme, c'est pas qui respecte les normes étatiques en rapport avec. Et appareil, là, côté particulier, ça parle d'un appareil, ça. Il ne s'agit pas vraiment d'un appareil. De logiciel, là. Depuis vous avez un ordinateur client, ou utiliser réseau filaire ou non filaire, pas un problème. C'est un logiciel qui va installé dans le système. Il va gérer information, ça au cap circuler. Information personnelle patient, information de type médical patient, avec l'autre information qui a un rapport avec l'administration. C'est ça le dossier de santé électronique. L'hôpital là, tu consacré à l'appareil en panne. L'idée doit appareil en panne. Ou pas l'autre expérience que tu as fait encore? Pas d'aller dans l'hôpital encore à chercher qu'on est? Non, visiter l'autre hôpital, c'est que visiter l'hôpital. Bon, je ne vais pas me dire ça, non, mais je me dis quand même visiter l'hôpital universitaire, à vocation universitaire, Dr Aristide là, son très bel hôpital qui répond à un paquet de normes. Et il y a un embryon de dossier de santé électronique. Le mandé responsable là, qui est directeur pôle médical, et l'hôpital là, il dit qu'à l'avenir, il comptait améliorer. Et c'est une bonne chose. Et pas eux même seul, mais c'est une très bonne chose que vous pensez gagner et vous pensez améliorer à l'avenir. Mais ça coûte beaucoup d'argent. Comme ce n'est pas l'hôpital qui atteint une vitesse de croisière, ça va prendre un peu de temps. J'espère qu'à l'avenir, nous sommes capables de faire ça et puis nous sommes capables d'utiliser le dossier à plein rendement. Et
Est-ce que vous êtes capable de citer pour nous finir 3 raisons pour lesquelles le dossier sous papier n'est pas adéquat? Oui, ça c'est une très belle question. Et première raison, c'est à cause des erreurs médicales, nous t'ai cité tout à l'heure. On infirmière qui voit une ordonnance dans mes médecins qui va passer un mauvais médicament, mauvais dose là, dans mauvais temps, pareil, utiliser mauvaise technique là et qui mal documenté. Ça sont erreurs graves. Erreurs graves. Dossier électronique là permettent que ou éviter ça, parce qu'il y a tellement des procédés et des techniques que l'infirmière va utiliser pour éviter que ça fait. Ça c'est un type d'erreur. Par exemple, si un médecin après comme si l'infirmière après l'administrer un médicament, mais le docteur a prescrit un médicament. Il utilise qui ça pour prescrire un médicament? C'est machine, ordinateur. Gagner une application que est ADAD, ça le fait. Si le docteur a mis mauvais médicament, soit le périmé ou bien il retiré sur le marché parce qu'il a des conséquences néfastes sur quelques patients, le système dit médecin comme ça, alerte. Il dit médicament ça, il n'est pas dans le formulaire là encore, il a retiré sur le marché, même pour quelle raison, et puis il bat médecin des alternatives. Ouais, ça c'est qui a sauvé des vies. Soit il un médicament à un bébé, et puis ce médicament ça va essayer de prescrire son médicament pour un adulte. Imaginez quelles conséquences ça va gagner son bébé. Oui. Le système n'a pas empêché de faire ça comme erreur. Donc, et puis, pour m'ajouter, Wendell, s'il te plaît, prescription manuscrite. On ne saura jamais combien de personnes sont mortes en Haïti. On ne saura jamais combien de monde qui mourut à cause des prescriptions manuscrites. Que un pharmacien mal lit, il a l'autre médicament, patient prend et puis il mourit. Prescription électronique là empêchée, pharmacien en fait empêcher médecin un mauvais médicament. Pour qui ça, le gouvernement des États modernes, les hôpitaux, toutes vocations confondues et les compagnies d'assurance encouragent les patients pour adopter des dossiers santé personnelle, qui avantages et inconvénients? Ok. Ça c'est une très très belle question. Raison qui fait que le gouvernement, compagnie d'assurance, l'hôpital, clinique tout. HOD, vous avez dit hôpital qui a un aspect clinique qui fait ça, c'est parce que vous voulez que le patient prenne plus de responsabilité dans la gestion santé pâle. Ou pas qu'on est jeudi à la cause de l'Internet, sous une maladie ou une pathologie, ou qu'on fait 10 millions de recherches sur lui. Quelques-unes sont fiables, quelques-unes sont moins fiables, mais quand même, vous avez information. Ou qu'on partage l'information avec le médecin. Le médecin est content. Si son médecin tout bon, il est content le fait que vous voyez l'information partout, il peut comparer à vous. Qu'on n'a pas seul monde, comme magistère Dixit, qui peut prendre une décision pour vous, ou participer dans la gestion soins santé par vous. Si on son bagage qui encourage l'assurance fait, le gouvernement fait. Et ça fait que je dis là, ou après qu'il y a un pile de dossiers de santé personnelle disponibles sur le marché. Ça, c'est avantageux, mais l'inconvénient, c'est que le dossier de santé personnelle là, il est limité lorsqu'il est trop autonome. Là, c'est vous-même qui obligé d'entrer, donner. Mais si c'est l'hôpital là qui gagne toutes les données et puis qui a un certain accès à dossier, ou qu'à ouais ça passe, ou qu'à ouais évolution, ok, il y a un rendez-vous grâce à dossier de santé personnelle là, ou qu'à recevoir, ou recevoir un email de l'hôpital là qui dit mais qui leur rendez-vous. Donc, le dossier de santé personnelle là est de gérer santé pauvre. Donc, une plus grande implication du patient en rapport avec ses propres soins de santé. Docteur, merci infiniment pour votre disponibilité. Merci parce que vous avez accepté de venir là matin avec nous pour nous parler dossier SAR, qui c'est dossier santé électronique. Merci. C'est ça, ça fait mon grand plaisir, Wendell. Docteur Clifford Lindsay Bord, professeur Clifford Lindsay Bord, c'était l'invité de ce matin. Merci de nous avoir suivis, madame, monsieur. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.